Aujourd'hui, le webinaire est donc consacré aux stratégies de tourisme durable. Pour ce webinaire, nous avons convié deux personnes. Euh, nous allons d'abord accueillir Annelle Gourlet qui va donc nous parler de la stratégie mise en place dans le parc naturel et avec un focus sur la charte européenne Europarc. Donc, Anaëlle, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Anaëlle Gourlet, moi je suis chargée de mission donc tourisme durable et sport de nature au parc naturel Escarpesco. Donc c'est en France, pas très loin de la ville de Valenciennes. Et donc je vais vous lancer une petite présentation pour ceux qui connaissent pas le parc, vous inquiétez pas. Je vous remonte rapidement où ça se situe. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Charte européenne du tourisme durable dans notre parc, en sachant que depuis 2023, on n'adhère plus à cette charte parce qu'on a un autre système. Mais donc voilà, je vous en reparle un peu plus tard. Alors, le parc Scarpesco, donc c'est pas un parc national, c'est un parc naturel régional. Donc il y a 55 communes qui signent une charte en fait de développement durable globalement. Donc, ce sont tous les élus qui se sont mis d'accord. Et en fait, le parc est vraiment situé à la frontière belge. Donc, on travaille beaucoup avec le parc des Plaines de l'Escaut, qui est au nord-est en fait, de la carte là. Ce que je vous ai mis, c'est effectivement les communes du parc naturel, mais faut pas s'imaginer que c'est un îlot, quoi. C'est vraiment très connecté aux villes autour et donc à la Belgique. On a les villes de Valenciennes et de Douai qui amènent pas mal de flux. Et donc, on est le premier parc naturel régional qui a été créé en France en 1968. On est également le parc naturel régional le plus densément peuplé. Voilà, donc à savoir qu'il y a quand même un tiers des communes qui ont un patrimoine classé à l'UNESCO, tout ce qui est patrimoine minier en fait, hein, donc les cités minières, les chevalements, etc. Et également, on a le label Ramsar, donc c'est un peu l'équivalent. En fait, c'est pour la reconnaissance internationale des milieux humides. Donc là, je vous ai mis une petite photo d'une tourbière. Donc on en a plusieurs sur le parc et c'est vraiment nos trésors, hein. C'est euh, un endroit où la biodiversité est très particulière et qui nécessite une gestion aussi particulière. Donc voilà, on a des équipes dédiées et donc c'est un peu plus pour ces volets-là qu'on est reconnu. C'est pour ça que je vous ai noté ça. Voilà. Alors, la charte européenne du tourisme durable. Donc bon, je vous ai remis, comme ça vous allez avoir le PowerPoint, je vous ai remis vraiment des éléments, euh, c'est des phrases officielles que j'ai reprises, hein. Donc la charte européenne, donc c'est vraiment un outil méthodologique et donc nous c'est comme ça qu'on s'en est servi pendant des années. Euh, alors, il y a bien sûr trois volets. En sachant que nous, le volet 3 qui concerne vraiment plus les produits touristiques, on l'a pas trop développé pour plusieurs raisons, mais voilà, on s'est vraiment concentré sur les volets 1 et 2. Alors, pourquoi ça nous a intéressé il y a quelques années d'intégrer la Charte européenne du tourisme durable? En fait, on voulait vraiment que l'attractivité du territoire soit renforcée parce que, en fait, le nom du parc naturel Scarpe-Escaut, c'est la Scarpe et l'Escaut, les deux rivières qui le traversent, mais euh, c'est pas vraiment le nom euh, du territoire. En fait, avant le parc, Scarpesco, ça n'existe pas. C'est l'Amandinois, le Valenciennois, le Douaisis. Enfin, voilà, c'est un ensemble de territoires, mais au niveau biodiversité et paysage, voilà, du coup, ça a été renommé Scarpesco. Donc, c'est vrai que on avait besoin de renforcer l'attractivité du territoire. Et donc là, je vous ai noté mise en tourisme qui repose sur la richesse de la biodiversité et des paysages, bien sûr, et aussi une reconnaissance à l'échelle européenne, parce que donc on est un petit parc et voilà, on voulait vraiment rentrer dans ce réseau européen pour échanger les bonnes pratiques, voilà, être accompagné. Et également, la deuxième
mission, le deuxième point fort grâce à la Charte européenne, c'était la création d'un réseau solide d'acteurs touristiques. Donc ça, vraiment, c'était pour bien comprendre le rôle de chacun et voilà, savoir ce que le parc pouvait apporter à chaque partenaire et ce que chacun pouvait aussi partager. Voilà. Et donc, on voulait vraiment un outil pour faciliter la concertation, en fait. Parce qu'il y avait plein de projets, mais voilà, pour que tout soit cohérent et harmonisé. Du coup, bon, c'est, bah, pardon, beaucoup de texte, mais simplement pour vous montrer la chronologie, en fait. Donc, on a commencé à s'intéresser à la Charte européenne en 1999. Donc, il y a bien longtemps que j'étais pas encore au parc. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu les grandes étapes, mais bon, j'étais pas là à ce moment-là, donc si vous avez des questions là-dessus, je ne saurais pas forcément répondre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, bah, c'est les petits mots en vert. Hein, déjà, donc formuler un engagement, ensuite donc voilà, obtenir la distinction et hop, je vais retirer ça parce que moi je vois plus. Voilà. Et, on s'est vraiment préoccupé de certains dossiers en 2015, le circuit court, les labels et marques et les groupes de travail de prestataires touristiques. Euh, Ensuite, on a vraiment essayé de travailler sur l'accompagnement avec des prestataires volontaires. Et donc vraiment en 2013, ça c'est un grand projet qui continue encore aujourd'hui, c'est on a créé en fait des éductours. C'est-à-dire que on voulait que les prestataires touristiques puissent échanger, mais aussi mieux connaître le territoire. Donc, on a créé des journées qu'on a appelées Voir autrement. Donc, c'est pour les hébergeurs touristiques, c'est pour les loueurs de vélos, les offices de tourisme. Voilà, c'est pour que tout le monde se rencontre, échange bah, sur leurs problématiques, etc. Et en même temps, découvrir des choses, par exemple, un musée qui vient d'ouvrir ou quelque chose qui est peu connu ou un producteur local, etc., pour mieux en parler en fait aux visiteurs. Donc ça, c'était vraiment une des grandes réussites pendant la charte européenne. Parce que je vous dis, on continue aujourd'hui, il y en a un par an. En parallèle, on a aussi créé le Parlement des sports de nature. Alors ça, c'est pareil, ça continue. Alors, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, mais l'idée, c'est de rassembler toutes les associations sportives locales et de répondre à leurs problématiques par rapport aux espaces naturels. Hein. En fait, tout ce qui est organisation de manifestations sportives, voilà, on a vraiment cherché à répondre à leurs besoins, mais donc pour ça, il nous fallait un lieu d'échange aussi. Voilà. Ensuite, à partir de 2016, on s'est intéressé au volet 3. Donc, je vous ai dit, on l'a pas développé autant qu'on aurait souhaité. C'est vraiment le travail avec là, c'est un autocariste, mais c'est avec des agences de voyage locales, etc. En fait, on en a quand même assez peu sur le territoire qui étaient intéressés pour créer des séjours sur le parc naturel. Alors souvent, c'était des courts séjours et sur la thématique plutôt du minier. Voilà. En 2017, on a décidé de renouveler la charte pour 5 ans. Et on a prolongé d'1 an parce que ça, vous pouvez faire quand vous n'avez pas eu le temps de recréer une stratégie qui, comme tous les 5 ans, c'est obligatoire. Vous pouvez prolonger d'1 an. Et puis, en fait, en 2023, les élus ont décidé de ne pas prolonger, de ne pas poursuivre la démarche. Donc, ça s'est arrêté là. En fait, je vous explique rapidement pourquoi. Le parc naturel, je vous ai dit tout à l'heure, quand il est créé, en fait, les élus de toutes les communes signent déjà une charte de développement durable. Alors, le tourisme en fait partie, c'est un tout petit volet. Hein, voilà, c'est une des mesures, il y en a énormément, parce que forcément, dans cette charte, on a tout ce qui concerne bah, l'urbanisme, l'agriculture, le patrimoine naturel. Voilà, c'est très, très large. Et en fait, les élus, comme en ce moment, on est en train de réécrire la stratégie de cette charte de territoire de parc, qui est valable 15 ans et non 5 ans comme la charte européenne du tourisme durable. En fait, on s'est dit que c'était quand même plus intéressant d'intégrer notre stratégie touristique à 15 ans dans cette charte-là. Donc voilà, au lieu d'avoir 2 chartes en parallèle, maintenant on n'en a plus qu'une. Bon, c'est une décision politique, comme je vous dis, on aurait pu le faire avant, hein, mais voilà, ça dépend vraiment des élus locaux. Donc voilà un petit peu pour l'histoire.
Donc, en fait, on n'a aucun regret, hein. Voilà, je voulais aussi vous dire que ça nous a vraiment aidé à construire des partenariats. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Donc, vraiment, c'était des étapes indispensables, voilà, pour créer ce réseau touristique. Alors, comment est-ce qu'on avait élaboré les stratégies? Parce que je vous ai dit, pour la Charte européenne du tourisme durable, tous les 5 ans, il faut une stratégie à présenter à Europarc et qui sera ensuite validée donc, par Europarc. Et donc, comment nous, on s'y est pris? Après, je ne sais pas s'il y a des choses obligatoires ou non, mais nous, on a décidé d'organiser un forum des acteurs touristiques avec des ateliers techniques sur différentes thématiques. Et ensuite, on faisait valider par les élus locaux pour que ça reflète vraiment les besoins techniques et puis ensuite la volonté politique, hein. Donc, la mise en œuvre de la stratégie, en fait, c'était piloté par le parc naturel en coordination avec les partenaires. Et donc, l'objectif, c'était bien de partager la connaissance et de travailler en commun pour la promotion de l'offre plutôt nature sur le territoire. Donc, c'est piloté par le parc, en effet, mais c'est pas la charte du parc, hein. C'est vraiment la charte européenne, c'est la charte d'un territoire et effectivement, c'est piloté par le parc, mais il faut pas que ça soit vu comme un outil du parc. Voilà, c'était vraiment ça la chose importante à retenir. Pour la maîtrise d'ouvrage et enfin, des différentes actions identifiées. Donc, évidemment, le parc n'est pas le seul maître d'ouvrage, hein. Il joue le rôle d'animateur, etc. Mais c'était les intercommunalités, les offices de tourisme, notamment quand elles en ont un. Et puis, il y avait des actions qui pouvaient être aussi engagées au-delà du territoire du parc, en fait, hein, être plus globales. Forcément, le tourisme n'a pas de frontières, donc voilà. Alors, je vous ai mis un exemple. C'est notre stratégie 2017-2022. Donc, en fait, on s'était dit, voilà, on va choisir 4 grandes orientations. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Dans 5 ans, on veut être là, quoi. Et à chaque fois, on a détaillé en mesure pour être plus opérationnel, en fait. Donc, l'idée, c'était que chaque partenaire puisse agir dans une de ces mesures. Voilà, que chacun ait un rôle, que chacun puisse participer. Voilà, donc ça, pareil, vous le retrouverez. Je ne vais pas vous les détailler, je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, en fait, hein. Alors, pour la gouvernance, donc je disais tout à l'heure, il faut animer cette stratégie. Donc, en fait, on avait créé un groupe de prestataires qui étaient bénévoles, hein, volontaires, pour nous aider à 4 fois par an. Donc, on se réunissait et nous aider à voir si on avançait assez sur les mesures. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il faut quand même que on ait un certain nombre d'actions dans chaque mesure pour prouver qu'en fait, cette charte européenne, elle nous a servi, quoi. Donc, on se réunissait et on voyait, ben, sur tel sujet, on n'a pas fait d'action, donc il faudrait que, voilà, on fasse par exemple, je pense sur tout ce qui est accessibilité, je me souviens que en 2021, on s'est dit, oulala, depuis 2017, on n'a pas assez avancé. Donc, en 2021, on a contacté le comité départemental handisport et voilà, on leur a dit, bah, écoutez, nous, on aimerait faire un projet sur l'accessibilité du tourisme. Donc, on a créé un circuit de fauteuil cross sur un de nos sites naturels. Et voilà, comme ça, on avait un peu rattrapé ce manque. Voilà, donc ça sert à ça, les groupes de partenaires. Il y a un comité de pilotage, bien sûr, qui rassemble l'ensemble des partenaires techniques et qui est réuni une fois par an. Et puis, il y a une commission de développement qui est constituée d'élus donc du parc naturel et qui est aussi réunie plusieurs fois par an parce que forcément, il y a des moments où il faut trancher sur des sujets et donc voilà, c'est à eux de valider ou non les projets. Et donc, la vision stratégique, elle est déclinée en un plan d'action du tourisme et donc sur 5 ans, comme je le disais tout à l'heure. Concernant les partenaires, en fait, là, je vous ai mis une liste des partenaires avec qui on a le plus travaillé. Donc, le conseil départemental du Nord,
la région, le service tourisme du département, le comité régional du tourisme aussi, la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport. Alors bon, c'est un long mot, mais pour dire voilà, les personnes, toutes les personnes qui s'occupent des sports nature, on avait aussi besoin d'échanger avec eux pour le Parlement notamment. Gîtes de France du Nord, donc qui est une grosse structure sur les hébergements. Donc les offices de tourisme et aussi deux partenaires auxquels on ne penserait pas forcément spontanément, mais justement hors de nos frontières, c'est les 5 parcs de la région, parce qu'ils ont des problématiques similaires. Et donc, voilà, on a pu monter des projets. Par exemple, on a pu former des guides médiateurs nature dans les 5 parcs. Et donc, ça rentrait tout à fait dans notre stratégie d'améliorer, de qualifier les guides sur le territoire. Et également la participation au réseau d'échanges nationaux et européens, donc via la Fédération des parcs et Europarc. Alors, je vous ai mis une carte. Hop. Voilà, là, c'est simplement pour vous y en tête. En fait, donc à gauche, tous les parcs de France. On a 58 aujourd'hui. Donc nous, vous voyez, on est presque tout en haut. C'est vraiment un réseau qui est très dynamique et il y a beaucoup d'échanges. Et il y a des parcs qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc voilà, on a réussi à travailler ensemble sur certains sujets qui allaient dans le sens de notre stratégie. Et également, donc à droite, c'est les cinq parcs naturels de la région. Donc avec des paysages très différents. Mais voilà, on a quand même aussi pas mal travaillé ensemble. Donc pour vous dire, voilà, la Charte européenne du tourisme durable, effectivement, c'est un outil pour le territoire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension un peu plus large pour les échanges. Alors, bon, pourquoi on s'est arrêté là? Je vais expliquer tout à l'heure. Je voulais renoter là. Donc, en fait, voilà, la stratégie que vous avez vue, en fait, on l'a insérée dans notre charte multithématique, hein. Globalement, c'est ça. Et une autre raison, c'est que en France, on a dans les parcs naturels une marque Valeur Parc qui fait la promotion de séjours touristiques qui vraiment s'aligne aux valeurs des parcs naturels sur tout ce qui est développement durable, produits locaux, etc. Donc en fait, on avait déjà cet outil pour partager nos valeurs et voilà, ça faisait un peu doublon en fait avec la charte européenne sur certaines choses. Donc voilà, en fait, on a trouvé des outils qui nous correspondaient et donc on s'est dit que la charte européenne, bah, c'était très important, mais que aujourd'hui, voilà, c'était la fin pour nous. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à avancer sur la charte européenne dans vos parcs, vraiment pour créer des réseaux très forts, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc, ce que l'on garde, c'est les outils de concertation et de dynamisation du réseau, comme les éductours, le Parlement des sports de nature, etc. Je vous ai mis quelques photos de journées comme ça qu'on a organisées. Donc, là, vous voyez les hébergeurs donc, dans un jardin qui présente tous les légumes anciens. Donc, voilà, c'est vraiment les bonnes pratiques. Au milieu, c'est tout ce qui est sport de nature. Donc, c'était de la marche nordique, découverte de marche nordique avec un club local. Et puis à droite, la découverte des thermes de Saint-Amand, parce que on essaye aussi de faire en sorte que les prestataires touristiques aient accès à des lieux qui sont pas forcément ouverts au public. Donc voilà, on se servait de la charte européenne pour organiser ce genre de choses. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. En sachant que moi, je suis arrivée il y a 6 ans, donc j'ai pas forcément connu, voilà, je vous disais, le tout début de la charte européenne du tourisme durable. Mais voilà, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Et donc, je vous encourage vraiment hein, à rentrer dans ce réseau européen. Une fois, j'ai participé aussi à un échange dans les Pyrénées. Justement avec Europarc. Et en fait, quand vous créez comme ça du lien, vous créez aussi des opportunités pour d'autres projets comme des projets Interreg. En fait,
Là, je sais on a été contacté grâce à Europark, qui a donné en fait notre nom hein, à un réseau de parcs qui avait un projet, qui cherchait un partenaire français. Donc voilà, ils ont dit bah ce parc-là, il est assez dynamique au niveau européen. Donc voilà, ça peut servir pour des tas d'autres choses. Hein. Moi, c'est vraiment un tremplin en fait, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Annelle, pour cette présentation. Euh, Est-ce que je vois qu'il y a une question dans le chat? Euh, Oui. Ouais. Donc il y a juste une question de Monsieur Servet relative au Parlement des sports de nature et qui voulait savoir un peu au niveau de la composition, est-ce qu'il y a en plus des associations sportives aussi des agents de l'ONF ou des naturalistes amateurs qui y prennent part? Tout à fait. Donc, nous, c'était vraiment notre but, c'était que ces personnes qui se rencontrent pas d'habitude puissent échanger. Donc, ben là, il y en a eu un qui a eu lieu là, en novembre. Donc, l'idée, c'est d'aborder différents sujets et que ce soit pas forcément le parc qui apporte les réponses, mais les participants. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça un parlement, parce que c'est vraiment chacun prend la parole. Euh, donc, il y a les agents de l'ONF qui rappellent les règles en forêt, voilà, qui peuvent apporter pas mal d'éléments. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent des bases de loisirs. Il y a donc les associations sportives de toutes les pratiques. Hein. En fait, on invite très largement donc, tout ce qui est euh, euh, pédestre, cyclo, équestre. Voilà, vraiment, on essaye de convier tout le monde. Il y a aussi des offices de tourisme voilà, ceux qui veulent travailler plus sur le sport de nature. Il y a aussi quelques institutionnels. Le département est présent, bien sûr. Les personnes notamment qui gèrent les chemins de randonnée, hein, tout ce qui est entretien, etc. Donc justement, ça les intéresse en fait d'avoir l'avis des personnes qui pratiquent aussi pour améliorer le réseau, quoi. Donc c'est très varié. Il y a aussi des agents des communes qui sont vraiment sur les questions sport qui viennent, qui participent. Voilà, donc c'est ouais, voilà, c'est très diversifié. Ok, merci. Moi, j'avais une question, mais peut-être que, voilà, comme tu dis, tu n'es pas là depuis le début de la mise en place de la stratégie, mais euh, est-ce que ça a été facile de motiver ou de motiver tous les acteurs touristiques, voire même aussi comment s'est passée la concertation avec les habitants pour mettre en place cette charte avec toutes les actions qui auront été choisies. Voilà. Est-ce que ça a été facile de mettre tout le monde autour de la table ou ça a été quelque chose d'assez assez lourd? Alors, vous avez vu tout à l'heure au niveau de la chronologie, ça a pris plusieurs années. Hein. En fait, c'était long. C'était pas difficile, c'était long parce que, en fait, le temps justement de mobiliser tout le monde, de passer par chaque étape, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et je pense que les gens n'étaient pas réticents parce que quand on parle de tourisme durable, en fait, tout le monde a envie de faire mieux, d'améliorer ses pratiques pour l'environnement. Et en fait, on s'appuyait surtout sur un groupe de très motivés, on va dire, voilà, quelques prestataires qui étaient un peu comme nos ambassadeurs finalement, et qui relayaient un peu bah, toute cette idée d'outils stratégiques. En fait, voilà, c'était vraiment, on n'était pas seul à porter ce message, quoi. C'était un effort commun, en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut partir de ceux qui sont convaincus et s'appuyer sur eux pour convaincre les autres. Ok, merci. Il y a, Oui. pardon, il y a encore une question qui arrive entre-temps. Qui concerne un peu plus la communication par rapport au public. Et donc, la question, c'était de savoir si c'était opportun de décliner le message suivant divers types de publics. Donc, il était mis en exemple les locaux, personnes étrangères, des personnes plus âgées. Comment est-ce que vous avez fait là pour communiquer de manière efficace qui ne soit pas contre-productive?
Alors, je suis pas sûre de savoir si c'est alors communiquer sur la charte européenne ou sur la stratégie ou voilà si ça peut être À mon précisé. avis, c'est sur la charte européenne, mais peut-être que Monsieur Servet qui a posé la question peut préciser si jamais vous pouvez prendre la parole pour préciser votre question. Si vous êtes toujours là. Je suis En tout toujours là. Ah, voilà. Oui, je parlais plutôt de la communication sur l'identité du parc et sur les enjeux de préservation du milieu. Parce que tous les publics ne pratiquent pas les mêmes types de sports, ni de la même manière. Et ça peut avoir un enjeu éventuel de communiquer spécifiquement vers un certain type de public ou pas. Alors, concernant le grand public, en fait, on se servait surtout de l'événementiel pour porter des messages. Donc, déjà, avec les organisateurs des événementiels, on travaillait sur l'image, par exemple, d'une course. En fait, on signait un document qui engage les organisateurs à avoir des pratiques donc plus responsables, c'est-à-dire par exemple pas utiliser de gobelets en plastique ou enfin voilà, il y avait toute une liste à cocher et en fait on faisait un article dans le journal pour chaque organisateur qui s'était engagé pour communiquer auprès du grand public sur l'aspect plus durable de l'événement et concernant la charte européenne du tourisme durable, par contre, on n'a jamais vraiment communiqué en disant c'est grâce à la charte européenne du tourisme durable, etc. Ça, c'était vraiment, en fait, c'est notre outil technique et c'est plus, il faut que notre stratégie, en fait, transparaisse dans les événements. C'est-à-dire, si on organise, là, on organise au mois de juin, par exemple, un événement où on peut faire du canoë sur la Scarpe. L'idée, c'est pas de dire c'est un événement de la Charte européenne du tourisme durable, c'est plutôt de dire c'est un événement où on va faire attention à l'environnement, etc. C'était plus dans les messages, je pense, par rapport à la biodiversité ou la pratique plus respectueuse, quoi. Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais parlé de Charte européenne au grand public, en fait. Ok, merci. Oui, et donc, les opérateurs touristiques n'utilisent pas non plus cette, comment, la charte Europarc pour valoriser que ce soit un hébergement ou une activité. Pas en affichant charte européenne en fait. C'est plus ben cet hébergement, je sais pas, il fait des efforts sur les économies d'énergie. Enfin, je sais pas, plus valoriser les pratiques en fait qui sont souhaitées. Mais le seul endroit où on voit charte européenne du tourisme durable, c'est sur les sites internet de chaque partenaire qui disent on est partenaire et voilà, c'est affiché pour le côté officiel, en fait. C'est plutôt ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Anaëlle. Donc là, j'invite Stéphanie Thierry, qui est chargée de mission et de communication à l'ASBL La Grande Forêt de Saint-Hubert et qui va elle aussi nous parler de la stratégie mise en place au sein des forêts d'Ardennes. Voilà, Stéphanie, je te cède la parole. Merci. Voilà, donc je suis Stéphanie Thierry, je suis en effet chargée de mission à la Grande Forêt de Saint-Hubert. La Grande Forêt de Saint-Hubert qui est un des 4 massifs forestiers wallons, et les 4 massifs forestiers wallons ensemble forment les forêts d'Ardennes. Donc aujourd'hui, je vais parler pour les forêts d'Ardennes. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail, puisque je vais commencer donc la présentation par vous dire qui sommes-nous, les forêts d'Ardennes, et qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on parlera des stratégies de mise en tourisme, puisqu'il y a eu, depuis notre création en 2010, il y a eu 2 stratégies, on va dire, qui ont guidé le développement des massifs forestiers et des forêts d'Ardennes. Ensuite, je présenterai les challenges et les soutiens que ces stratégies et que ce développement ont amené. Et puis, on parlera un petit peu de la concertation donc avec les habitants.
Alors, donc, je commence. Donc, qui sommes-nous? Donc, les forêts d'Ardennes, on s'étend sur 31 communes wallonnes. Donc, voilà, vous avez la carte de la Belgique. On est situé, bien entendu, au sud de la Belgique, en Ardennes. Ce territoire de 31 communes s'étend sur 364 000 hectares. Donc, ça représente 1/5 de la région wallonne. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, les forêts d'Ardennes se composent de 4 territoires, en fait. Donc, on retrouve la grande forêt d'Anlier, la forêt du pays de Chimay, la grande forêt de Saint-Hubert et la forêt de la Semois et de la Houille. Et donc, ces 4 territoires sont ce qu'on appelle les massifs forestiers wallons, et mis ensemble tous les 4, ils forment les forêts d'Ardennes. Alors, notre mission, justement, c'est donc de développer une offre touristique forêt, de manière transversale au sein des 4 massifs forestiers. Donc, chaque massif développe une offre touristique qui sert, on va dire, qui alimente le concept global forêt d'Ardennes. Et tout ça permet de renforcer l'expérience forêt des touristes en Wallonie. Donc, l'objectif final, c'est de devenir une destination nature-forêt qui soit concurrentielle au niveau national. Donc, on se met tous ensemble, on met notre offre touristique, on va dire, dans un gros pot commun qu'on appelle Forêt d'Ardennes, et on promouvoit ce gros pot commun à l'échelle, au niveau international, et tout ça avec Visit Wallonia. Donc ça, c'est notre mission. Alors, qui sommes-nous? Comme je vous disais, il y a 4 territoires au sein de ces forêts d'Ardennes, et au sein de chaque territoire, il y a une structure porteuse spécifique et des chargés de mission spécifiques. Au niveau de la grande forêt d'Anlier, donc la structure porteuse, c'est le parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier. Au niveau de la forêt du pays de Chimay, il s'agit de la maison du tourisme du Pays des Lacs. Pour la grande forêt de Saint-Hubert, c'est une ASBL spécifique qui s'appelle la grande forêt de Saint-Hubert. Et pour la forêt de la Semois et de la Houille, c'est la maison du tourisme Pays de Bouillon en Ardennes. Donc chacun des 4 territoires a une structure porteuse avec des chargés de mission et une fiche de projet. Et puis vous verrez, donc depuis 2021, je l'expliquerai après, depuis 2021, finalement, ces 4 fiches de projet spécifiques à chaque territoire, on va dire, est la même, c'est un copier-coller, si je peux dire comme ça. Donc c'est parce qu'on travaille depuis 2021 beaucoup plus ensemble, mais je vais vous l'expliquer juste après. Alors, je me permets quand même de vous présenter un peu plus en détail chaque territoire et un peu ses projets pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus globale de ce qu'on fait et de ce qu'on a développé. Donc, au niveau de la grande forêt de Saint-Hubert, je vous présente quelques produits phares, donc qui sont vraiment typiquement forêt. On retrouve notamment le domaine de Wasfan, qui est un espace forestier avec un sentier didactique sur le thème de la faune et de la flore. Le chemin des côtes, qui là est un espace, on va dire, naturel, mais aussi un peu plus artistique, si je peux dire comme ça. Il y a des sculptures, un peu du land art. Au niveau de la forêt du pays de Chimay, on a la grande traversée de la forêt du pays de Chimay, qui est un produit assez connu, donc c'est un itinéraire de randonnée avec des aires de bivouac. On en avait parlé d'ailleurs lors du dernier webinaire, pour ceux qui étaient là, puisque ma collègue Alice avait présenté les bivouacs qui sont situés sur ce grand itinéraire. On retrouve aussi la chevauchée au Pays des Lacs, donc qui est un itinéraire de randonnée équestre, là. Et puis, toute une offre de séjour sans voiture et accessible en transport en commun. Au niveau de la grande forêt de Saint-Hubert, le produit le plus connu, c'est probablement Entre les Célums, qui est un itinéraire de 78 km, randonnée pédestre, là aussi avec des aires de bivouac. On en avait un peu parlé aussi lors du dernier webinaire. On a aussi sur notre territoire un itinéraire équestre, donc la chevauchée forestière. Et puis, idem, on a développé tout ce qui était randonnée accessible en transport en commun, avec le concept Train et Saguedo qui a été développé initialement par le GAL Novarden. Et donc là, qui est tout le GAL Novarden notamment, parce que c'était un partenariat avec d'autres GAL. Donc là, c'était des randonnées de gare en gare. Donc ce sont tous des séjours accessibles en transport en commun. Donc ça, c'est un peu les produits phares que l'on valorise au niveau de la grande forêt de Saint-Hubert. Au niveau de la forêt de la Semois et de la Houille, là, on retrouve un jeu aventure destiné aux familles. Donc, il s'agit de Luna et les gardiens de la forêt. Et puis, le GRP 161 Tour de Pays de Bouillon en Ardennes, qui est donc l'itinéraire de grande randonnée, un itinéraire de 186 km. Donc, voilà quelques produits phares qu'on valorise habituellement, pour le moment, à travers le projet. Il y en a d'autres, bien entendu,
mais voilà un peu les produits les plus connus, je vais dire. Et alors, ça, c'est un produit qui n'est pas encore opérationnel à 100%, mais au niveau des forêts d'Ardennes, et ça, c'est nouveau, ça dépend de la nouvelle stratégie que je vous expliquerai juste après, c'est le Grand Tour des forêts d'Ardennes, qui est un itinéraire là, qui relie les 4 massifs. Donc là, il y a vraiment eu la volonté justement de travailler au niveau des forêts d'Ardennes, de valoriser l'image des forêts d'Ardennes. Et donc là, on est en train de concevoir un grand itinéraire qui va relier les 4 massifs. Donc 600 km, bien entendu, l'objectif, ce ne sera pas de faire les 600 km d'un coup. L'objectif sera déjà d'avoir un produit vitrine, de promouvoir le concept des forêts d'Ardennes à travers ce produit, et aussi de fidéliser la clientèle en se disant, tiens, ils viennent faire une partie lors d'un séjour de 3-4 jours, ça leur a plu, ils reviennent faire une autre partie du circuit à un autre moment. Donc il y a ce côté aussi image de marque, mais il y a le côté aussi fidélisation. Voilà. Et donc au niveau des forêts d'Ardennes, la randonnée, qu'elle soit pédestre, équestre, VTT, ça c'est vraiment notre fil rouge. Donc voilà un petit peu au niveau des produits. Alors je refais un petit retour en arrière, un petit peu d'histoire pour vous resituer un peu d'où on vient. Donc les projets ont démarré officiellement en 2010, mais avant 2010, il y a eu une étude qui a été réalisée, et c'est la première base de notre stratégie, par le professeur Baudson. Donc je reviens à 2008. En 2008, il y a eu un nouveau code forestier. Donc le code forestier a été modifié, où on a redéfini les fonctions de la forêt, notamment les fonctions économiques, environnementales, mais aussi sociales. Et donc, suite à cette modification du code forestier, le CGT a confié à un professeur, le professeur Daniel Baudson, la réalisation d'une étude qui portait sur la valorisation touristique des massifs forestiers en région wallonne. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, on a redéfini les fonctions de la forêt, la fonction sociale, la fonction récréative, touristique, elle est redéfinie, elle existe. Il y a aussi la demande qui augmente, et donc il faut absolument créer un cadre pour valoriser touristiquement les forêts en région wallonne. Et donc cette étude a été commandée en 2008. Et puis en 2009, sur base de l'étude, il y a eu un lancement d'un appel à projet, et c'est en 2010 que les projets des massifs forestiers ont vraiment démarré. Donc en 2010, les 4 territoires, les 4 massifs forestiers ont démarré le développement donc, de leurs massifs. Pendant les 2 premières années, de 2010 à 2012, c'était, on va dire, plutôt c'était plutôt de la théorie, dans le sens où il s'agissait de mettre en œuvre, on va dire, les principes théoriques de l'étude du professeur Baudson, qui étaient définir une identité du territoire, rassembler des partenaires, définir un certain zonage aussi. Donc c'était voilà, des choses, on va dire, plus théoriques. Et à partir de 2012, on a commencé des actions plus concrètes grâce à l'obtention de financements POEDR, et depuis 2012, on fonctionne avec des subventions POEDR notamment pour mettre en œuvre les projets. Donc voilà un petit peu l'historique. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet, au niveau donc des stratégies de mise en tourisme. Donc comme je vous le disais depuis le début, il y en a eu deux stratégies qui ont guidé notre développement. Donc il y a eu d'abord l'étude du professeur Baudson, donc l'étude stratégique relative à la valorisation des massifs forestiers. Ça, c'est la première stratégie sur laquelle on s'est appuyé. Et depuis 2021, la stratégie tourisme 2030 donc, du CGT guide aussi le développement des forêts d'Ardennes. Donc, je vais vous présenter ces deux stratégies. Donc, depuis le début, donc, la stratégie du professeur Baudson a été notre base. Qu'est-ce qu'elle dit, cette stratégie? Qu'est-ce qu'elle disait? Tout d'abord, c'est que la forêt wallonne, devait être découpée en 8 massifs forestiers. Donc les territoires sur lesquels nous travaillons aujourd'hui ont été définis dans cette étude. Donc il y en avait 8 au départ, et finalement 4 sont opérationnels. Cette étude, ce qu'elle disait aussi, c'est qu'il fallait absolument concilier les attentes du voyageur. Il fallait partir de la demande qui, souvenez-vous, en 2008, le tourisme en forêt, c'était, la forêt, c'était quand même chasse gardée avant. On n'allait pas en forêt. Voilà, là, il y avait quand même quelque chose de nouveau. Il y avait une envie du tourisme d'aller en pleine forêt, de découvrir la nature. Donc, il fallait vraiment partir de cette demande, tout en assurant une bonne cohabitation des différentes fonctions de la forêt. Ça, c'était très important, et en préservant aussi le milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment la base de l'étude du professeur Baudson. Alors,
Une autre chose qu'il expliquait dans cette étude, c'était qu'il fallait passer d'une logique de gisement à une logique de produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique de gisement, c'était ce qu'on faisait avant. Donc, c'est-à-dire que la forêt est un cadre dans lequel les gens vont se promener. Et puis, c'est tout. En gros, c'est juste un décor. Et il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de structuration de produits, il y a très peu de retombées économiques, c'est un décor. Et il faut passer de ça à une logique de produit. La logique de produit, c'est se dire que la forêt doit être plus qu'un décor. Ça doit être un lieu où on peut y faire des activités qui sont encadrées, bien entendu, mais un lieu où il y a un réel produit touristique, où il y a des choses à faire, où c'est pas juste un endroit où on va, on rentre et puis on ressort et voilà, on rentre chez soi. Il faut créer autour aussi tous des produits avec des opérateurs privés, des opérateurs touristiques, afin d'engendrer des retombées économiques et que la forêt soit un espace où on peut évoluer, où on peut faire, qui peut engendrer des retombées pour le territoire. Donc ça, c'est la logique de gisement. Il fallait passer à une logique de produit. C'était ce qui était préconisé dans cette étude. Et donc, pour ça, il faut développer des produits touristiques qui soient englobants forêt. Donc, englobant forêt, c'est l'idée de se dire, OK, je vis, je fais des activités en forêt, mais je dors aussi forêt, je mange forêt. Donc, il faut qu'il y ait vraiment, que le concept forêt, ce soit dans toutes les chaînes du séjour. Une autre chose aussi très importante qui était dite dans cette étude, c'était que chaque massif forestier devait avoir une identité propre, identifiables et qui se permettent de se différencier des uns des autres. Donc, lors des 2 premières années plus théoriques du développement des projets, on a dû définir un nom spécifique, un logo, un concept, un slogan, travailler sur des thématiques. Donc ça, c'était quelque chose de très important, c'était qu'il fallait que les massifs puissent se différencier l'un de l'autre et se dire, voilà, moi je veux aller en forêt, mais il y a différents territoires avec des spécificités différentes et ces spécificités étaient fort mises en avant. Autre chose aussi, puisqu'il fallait assurer la préservation du milieu naturel, le professeur Baudson avait préconisé de réaliser un zonage et une structuration du territoire. Alors, c'est assez théorique. L'idée était de se dire qu'il y avait différentes zones qui étaient plus ou moins accessibles sur le territoire. Et il y avait deux concepts assez importants qui étaient développés. C'était la notion de ville d'appui. Donc la ville d'appui, c'était un espace, donc c'était plutôt une ville, un espace plus urbain, où on y retrouve des services, que ce soit, il expliquait des parkings, bon, ça date de 2008, mais donc il fallait des espaces pour pouvoir retirer de l'argent, il fallait des hébergements pour dormir, des restaurants, un accueil, donc c'était plutôt un espace un peu plus urbain où le touriste allait retrouver toute une série de services. Et puis il y avait aussi la porte d'accès, et la porte d'accès, c'était là plutôt l'espace au départ duquel le touriste allait pouvoir faire une activité en forêt. Donc c'était un espace plutôt en bordure de forêt, où il allait pouvoir garer sa voiture et partir faire une activité en forêt. Donc ces deux concepts-là, ville d'appui, porte d'accès, étaient fort présents dans l'étude, et c'est des choses qu'on a aussi définies entre 2010 et 2012, qui sont, on va dire, fort théoriques, mais qui sont finalement des choses sur lesquelles on s'est quand même appuyé par après, notamment au niveau des portes d'accès, puisque y a un moment donné où forcément, si le touriste veut aller en forêt, il faut qu'il ait un point de départ proche de la forêt où il puisse trouver justement un parking et trouver un panneau qui lui donne des infos et un départ d'activité. Et je vais vous présenter justement quelques exemples de portes d'accès qui ont été... quelques exemples de portes d'accès des différents territoires pour que vous puissiez un peu visualiser à quoi ça ressemble. Donc, je vous présente quelques exemples, mais bien entendu, il y en a d'autres, mais je vous montre quelques exemples. Donc, au niveau, par exemple, de la Grande Forêt de Saint-Hubert, une des portes d'accès, c'est le domaine provincial de Miroir, donc qui est, comme son nom l'indique, un domaine qui appartient à la province de Luxembourg, ici en l'occurrence. C'est une pisciculture, c'est un domaine forestier, mais on y retrouve aussi un parking, des promenades balisées, des aires de pique-nique, des espaces didactiques, on a des promenades, des balades didactiques, il y a un rucher didactique aussi. Récemment, il y a une chasse au trésor Totémus qui a été développée à cet endroit-là. On y retrouve des expositions des saisons de la photo, donc ce sont des expositions de photo nature en plein air. Et on est tout près d'un des plus beaux villages de Wallonie, en l'occurrence le village de Miroir. Donc on retrouve là un petit pôle d'activité forêt. Donc voilà un exemple de porte d'accès au niveau de la Grande Forêt de Saint-Hubert.
Un autre exemple, c'est le plateau de Mauchamp, qui est situé sur la commune de Tenneville, où là, on retrouve aussi un parking, des promenades balisées, on retrouve plusieurs heures de vision pour observer la faune, la flore. On a la réserve naturelle du Rouge-Poncet avec son caillebotis, et on a des zones d'écoute libre du brame en saison, donc en saison de brame. Donc c'est aussi un espace qui est voilà, un point de départ pour plusieurs activités en forêt. Au niveau de la forêt de la Semois et de la Houille, ben, on a le massif de la Croiscaille avec sa tour du millénaire, hein, vous voyez la photo là. On y retrouve bien entendu autour des parkings, des promenades balisées, plusieurs aires de pique-nique, de barbecue, une plaine de jeux. Alors en saison touristique, il y a l'accueil de l'Office du tourisme qui est à proximité. Et puis pas loin, il y a une réserve naturelle, pareil avec un caillebotis, des panneaux didactiques. Donc là aussi, toujours le même principe. Je m'y gare et je peux, au départ de cet endroit, faire plusieurs activités en pleine forêt, en pleine nature. Autre exemple de la forêt de la Semois, c'est le village d'Herbemont. On retrouve chaque fois donc les parkings, les promenades balisées, des aires de pique-nique, une plaine de jeux. Là, on a plusieurs points de vue sur la Semois. On retrouve l'Office du tourisme d'Herbemont, plusieurs sites patrimoniaux comme le château d'Herbemont qu'on voit ici en photo, ou l'ancien viaduc de Congres. Et puis, on peut y faire des activités autres que la promenade, comme le kayak, la pêche, la baignade. Donc, c'est aussi un espace, voilà, un point de départ d'activité. Pour la forêt d'Anlier, on peut présenter la maison du parc à Martelange, donc, où d'une part la maison du parc en tant que telle présente une exposition permanente sur le thème faune, flore, patrimoine, produits de terroir, artisanat du territoire de la forêt d'Anlier. On a aussi des promenades balisées, des aires de repos. On retrouve la passerelle aux oiseaux, donc c'est l'image là que vous voyez à droite. Il y a différentes aussi activités destinées aux familles, on va dire, avec un labyrinthe. Il y a tout le parc de la tannerie qui vient d'être inauguré avec des caillebotis, des aires de barbecue, voilà, tous des espaces didactiques. Et pas loin aussi, on retrouve le belvédère. Donc là, de nouveau, on a un point de départ pour pouvoir faire plusieurs activités en forêt. Un autre exemple de la forêt d'Anlier, c'est la vallée du lac à Neufchâteau, où vous avez toute la base de loisirs autour du lac, avec plein de jeux, les équipements sportifs, les zones de pêche, de baignade. On y retrouve aussi un restaurant. Pas loin, on a l'étang Berg avec son caillebotis, ses panneaux. Donc ça, c'est la photo que vous voyez ici à droite. Et le bâtiment que vous voyez au fond, c'est le Moulin Klepper, qui est un espace d'exposition, spectacle, concert. Donc pareil, là, on a un espace avec une multitude de petites activités en forêt ou liées à la forêt. Donc voilà ce concept qui était, on va dire, peut-être très théorique au départ. Finalement, l'air de rien, si on doit développer des activités forêt, on les développe souvent au même endroit, ou du moins au départ d'un même endroit, au départ d'un espace où il y a déjà des équipements, où il y a déjà, entre guillemets, une concentration d'activités. Et donc, ça devient des zones, d'activité, ça devient une porte d'accès, pour reprendre le terme théorique du professeur Baudson. Ça, c'est tout ce qui était la stratégie, on va dire, du professeur Baudson. Donc, pour rappel, c'est une étude qui a été faite en 2008. C'est la base du développement des massifs forestiers. Mais comme je vous le disais en intro, tout ça a un peu évolué, parce que forcément, ça date de 2008, donc entre-temps, il se passe des choses. Et en 2021, il y a une nouvelle stratégie sur laquelle on nous a demandé de nous appuyer. C'est la stratégie Tourisme 2030, qui est une stratégie qui a été demandée par le CGT, suite au Covid, je pense, pour voilà, voir vers quoi on allait au niveau du développement touristique de la Wallonie. Et en fait, cette étude, elle préconise l'identification de deux identités touristiques prioritaires pour la Wallonie. Donc, il s'agit de nature évasion et de tout ce qui est autour du folklore, du patrimoine. Et donc, l'idée est de dire il faut travailler absolument ces deux identités touristiques prioritaires. Il faut mettre le paquet là-dessus et il faut vendre la Wallonie comme une destination de nature évasion et de folklore patrimoine. Forcément, les forêts d'Ardennes, on s'inclut parfaitement dans la thématique nature évasion. Et ça permet, en fait, les forêts d'Ardennes permettent d'apporter une structuration supplémentaire, parce que dans Nature Évasion, il y a plein de choses. Il y a la forêt, mais il y a aussi tout ce qui est peut-être l'agriculture, il y a tout ce qui est les champs, il y a peut-être le tourisme fluvial, il y a aussi tout ce qui est vélo. Donc il y a énormément d'identités différentes dans cette identité plus globale.
Et donc, les forêts d'Ardennes permettent de structurer aussi, d'apporter une petite structuration supplémentaire à cette thématique. Et ça permet aussi de donner un positionnement, on va dire, au niveau international, de se dire, bah voilà, si on veut faire du tourisme en forêt, parce que finalement, le tourisme en forêt, je ne vais pas dire qu'il y en a pas ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a, finalement, il y a très peu de destinations qui utilisent la forêt comme thématique touristique, comme destination touristique. Il y a un peu les Vosges, il y a la forêt noire, mais c'est pas, finalement, la forêt est peu utilisée comme outil un peu marketing, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se positionner à l'échelle régionale et internationale pour pouvoir être une destination concurrentielle. Et donc, la différence avec la stratégie du professeur Baudson, c'est aussi de se dire, avant, on travaillait sur l'identité de chacun de nos territoires, on travaillait sur notre image, notre logo, notre nom. Aujourd'hui, on parle plutôt vraiment de Forêt d'Ardennes, on se met tous ensemble, on est plus fort ensemble, on propose une offre plus globale, plus diversifiée, plus complète. Et donc, la différence, elle est surtout là, elle est surtout au niveau de la manière de travailler et de promouvoir nos produits. Il faut vraiment qu'on le fasse à l'échelle des forêts d'Ardennes et à un autre niveau, un niveau plus international. Et pour pouvoir communiquer à ce niveau-là, on le fait via Visit Wallonia, via cette marque, via le WebET, pour être plus efficace, parce que, voilà, encore une fois, c'est ce qui est prévu dans la stratégie et c'est plus cohérent avec ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Alors, je passe au challenge que ces différentes stratégies, voilà, le développement des forêts d'Ardennes. Le premier challenge, c'est vraiment d'abord de travailler ensemble, parce qu'on est 4 territoires, on développe, on a chacun des spécificités, on a chacun des modes de fonctionnement différents, on a aussi chaque fois des structures porteuses différentes, donc et pourtant on doit développer un projet commun, donc c'est pas simple, on y arrive, mais clairement c'est un challenge, de cette stratégie de développement. Un autre challenge, c'est d'assurer une bonne synergie avec tous les partenaires du territoire, le fameux syndrome de la lasagne ou du millefeuille. Ça dépend comment vous l'appelez, mais donc ça c'est toujours aussi compliqué. On a parfois l'impression que c'est une couche en plus, et donc il faut assurer une bonne synergie avec tous les différents partenaires, que ce soit à notre niveau plus local. Je pense aux maisons du tourisme, syndicats initiative, office du tourisme, GAL, parc naturel, autres. Et puis, il y a aussi une bonne synergie avec tout ce qui est au-dessus de nous. Ça peut être des fédérations touristiques, ça peut être le CGT, ça peut être la marque Ardennes, ça peut être... Enfin, voilà, il y a plein de différents partenaires au niveau touristique et il faut assurer une bonne collaboration entre tout le monde. Un autre challenge, c'est assurer une bonne collaboration avec les différents usagers de la forêt. C'est la base finalement de l'étude Baudson. C'était bien entendu de prendre en compte les différentes fonctions, les différents usagers et de trouver un équilibre entre chacun. Là aussi, on n'a jamais été face à des blocages, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui demande une bonne communication entre tout le monde. Et puis, un autre challenge, c'est d'assurer notre pérennisation financière parce que c'est compliqué d'avoir une vision à long terme vu qu'on dépend toujours de subventions et de programmation de 3, 4, 5 ans en fonction. Donc voilà pour les challenges que cette stratégie apporte. Alors maintenant, les soutiens. Tout d'abord, nos communes, qui sont des communes rurales, elles adhèrent vraiment à notre démarche depuis 2010. D'une part parce que ça leur apporte un développement économique autre, différent. Et puis, il y a quand même un apport de moyens financiers supplémentaires, puisque jusqu'à présent, les subventions qu'on a obtenues, c'était des subventions à 80%. Les communes payent les 20% restants, donc forcément, c'est intéressant pour elles et pour leur développement. Donc, on a une bonne adhésion de nos communes. Alors, on a aussi le soutien de nos organismes touristiques locaux, le soutien principalement dans le développement de produits touristiques, puisqu'on peut pas on le fait avec eux, on ne saura pas le faire sans eux, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leur expérience, donc ça c'est un soutien très important. Le DNF aussi forcément, le DNF est dans le coup, je vais dire, puisque forcément du développement touristique en forêt, le DNF nous conseille, nous accompagne, participe à la réflexion, donc ça aussi c'est un soutien très important. Et puis alors après, au niveau soutien stratégique et financier, on retrouve le CGT,
Et au niveau financier, on retrouve aussi l'Europe via les différents financements et les communes. Donc voilà les différents soutiens principaux, je vais dire, qui nous ont permis de développer ce projet et de développer cette stratégie. Alors je termine par la concertation avec les habitants. Alors clairement, c'est quelque chose que nous devons mettre en œuvre. Jusqu'à présent, il y a eu les habitants de nos territoires ont été peu concertés dans le développement de ces stratégies et de ces produits. D'ailleurs, en parallèle, dans le cadre d'autres projets, du projet Interreg ATRT, il y a toute une étude sur la concertation avec les habitants. Certains de nos territoires sont concernés aussi par ces projets. Donc il y a peut-être une idée de gouvernance partagée dans le développement des projets touristiques. C'est une question qu'on se pose, on verra en fonction de ce que cette étude nous dira. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Alors, par contre, il y a déjà des petites choses qui ont été faites, mais pas forcément avec des habitants, plus avec des opérateurs touristiques, mais quoique les opérateurs touristiques sont aussi souvent des habitants de nos territoires. Mais avec les opérateurs touristiques, on avait créé tout un réseau de partenaires touristiques pour nous aider dans la construction des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait parce que, on l'a dit, il faut créer des produits avec des retombées économiques. Donc forcément, il faut y inclure les opérateurs privés qui proposent de l'hébergement, qui proposent des activités, qui proposent de la restauration et autres. Et donc, tous nos produits sont co-construits avec ces opérateurs touristiques. Ils font partie de la réflexion. Et tout ce réseau de partenaires que nous avons, régulièrement, on organise des éductours, des formations, des réunions, des présentations. Donc, il y a quand même, tous ces opérateurs font partie de la réflexion avec nous dans la co-construction des produits. Au niveau de la forêt du Pays de Chimay, ils avaient créé à un moment donné, ils avaient développé le concept de greeters, donc ces habitants qui peuvent vous accompagner pour découvrir le territoire avec des petites visites un peu privées, pour qu'ils puissent présenter leur petit coin qu'ils connaissent du territoire. Donc il y avait cette démarche a été développée au niveau de la forêt du Pays de Chimay, mais n'a pas rencontré beaucoup de succès, et principalement parce que justement on est dans des milieux ruraux. Donc c'était pas facile en fait, c'était plus au niveau logistique, quoi, organiser le truc, quoi, se dire, tiens, contacter la personne, on se donne rendez-vous à tel endroit, mais il n'y a pas de transport en commun, voilà. Donc, c'était plus lié au caractère rural du territoire que cette démarche n'a pas eu le succès attendu. Donc voilà, donc la concertation des habitants, il y a encore du travail à faire. Voilà, donc la présentation est terminée. Si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation très complète. Élodie, je te cède la parole. Oui, il y a quelques questions. D'abord, plusieurs personnes demandent si c'est possible d'avoir accès à l'étude Botson, si elle est accessible quelque part, si on peut la consulter. Peut-être s'il y a une référence de site internet, pouvoir la déposer dans le chat ou. Je ne sais pas si elle se trouve encore quelque part. Après, nous, on peut éventuellement vous la transmettre. Maintenant, je sais pas, je ne suis pas persuadée qu'elle se trouve encore quelque part sur Internet. Mais comme je dis, on peut vous la transmettre. Après, il faut toujours prendre du recul en la lisant aujourd'hui parce qu'on est en 2024. C'est une étude qui date de 2008. Donc forcément, elle a été rédigée dans un autre contexte qu'aujourd'hui. Donc c'est une étude intéressante, mais c'est une étude qu'il faut voir avec un regard de 2008, quoi. Voilà. Tout à fait. De toute façon, nous, on va transmettre les PowerPoint aux participants, et donc peut-être qu'on peut joindre alors l'étude avec la petite réserve que vous émettez. D'accord. Merci. Par rapport aux autres questions, il y a une question liée au tout début de votre présentation par rapport aux produits touristiques. On voit qu'il y a développement de produits pédestres et équestres, mais que le VTT n'est pas forcément mis en avant. Est-ce que c'est une volonté de votre part qui est liée à l'impact du VTT sur la faune et la flore ou pas? Ou est-ce que c'est... Non, en fait, ça fait partie de nos nouveaux projets. Donc, ça fait partie des projets de notre nouvelle programmation qui vient de démarrer ici en juillet. Donc, c'est pas une pratique oubliée du tout. On va faire ça ici dans les mois et années à venir sur base du nouveau code du balisage pour le vélotourisme que le CGT a développé. Donc, ça fait partie des projets qui sont dans les cartons.
Ok, merci. Alors, par rapport aux équipements dans les différentes portes d'accès, il y a une question, vous avez un peu répondu, je pense, mais peut-être de manière plus précise. Quelles ont été les sources de financement quand on parle de parking, plaine de jeux, structure d'accueil, etc. Oui, comment est-ce que ça a été financé? Alors, tout d'abord au niveau des massifs, donc pour l'instant, on a toujours eu des financements plutôt liés au développement d'actions, promotion et actions projets. À un moment donné, je pense que c'était, si mes collègues des massifs sont là, ils peuvent peut-être m'aider, mais je pense que c'était René Collin, lorsqu'il était ministre du Tourisme, qui avait libéré une subvention pour les équipements des massifs. Et donc, il y a eu différents équipements qui ont été financés dans les massifs. Je pense notamment à des passerelles au niveau de la Semois. Au niveau de Saint-Hubert, c'était la rénovation du parc à gibier de Saint-Hubert. Donc voilà, si mes collègues des massifs sont là et veulent compléter, ils peuvent. Donc il y avait une subvention spécifique pour les équipements des massifs qui avait été libérée à un moment donné. Mais par contre, la plupart des autres équipements qu'on a pu voir ici dans la présentation ont été financés par d'autres subventions et même peut-être même d'autres projets. Je pense des projets communaux, des projets qui dépendent des parcs naturels, des projets qui dépendent parfois d'autres choses. Donc tout ne vient pas de nous. Disons qu'il y a eu, je pense, au départ un principe théorique qui a émané du professeur Baudson et que les communes qui font partie des différents territoires, mais se sont aussi appuyées sur ces concepts pour dire, ben voilà, si demain on doit développer un produit, des équipements, ben on va le faire sur ces concepts théoriques qui ont été développés dans le cadre des massifs. Et finalement, ces concepts théoriques sont devenus des réalités de terrain. Mais donc, tout n'a pas été financé par les massifs forestiers. La plupart des équipements même ont été développés par d'autre part, quoi. Ok, merci. Alors, par rapport à la communication, il demandait s'il existe une carte qui reprend toutes les randonnées sur le territoire des forêts d'Ardennes, ou est-ce que vous centralisez au niveau communication à un endroit tout ce qui est possible de faire et de découvrir sur le territoire? Alors, on a un site internet forêtdardennes.be qui est amené à évoluer. Pour l'instant, ils sont présentés plusieurs produits touristiques on va dire, de manière plus inspirationnelle. Ça, c'est la communication qui existe actuellement au niveau forêt d'Ardennes. Après, forcément, au sein de chaque territoire, la communication se fait plutôt via nos maisons du tourisme respectives. Donc, on n'a pas la volonté d'avoir un site qui présente toute l'offre de manière exhaustive. C'est pas ça le but, parce que alors forcément, ce serait un site, ça n'aurait pas vraiment de sens. L'idée est plutôt au niveau forêt d'Ardennes d'avoir un site internet, un nouveau site internet qui arrivera dans les prochaines années, qui présente des produits phares, qui donne envie, qui inspire le touriste et pour lui donner envie de venir en forêt d'Ardennes. Et puis après, en fonction de ce qu'il a envie, il pourra retrouver une information plus précise, plus concrète sur les sites des maisons du tourisme. Mais avoir un support qui présente tout de manière exhaustive sur nos 4 territoires, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc ça n'existe pas, et la volonté n'est pas que ça existe à un moment donné. Mais par contre, si peut-être que la question se tournait vers le Grand Tour des forêts d'Ardennes, donc il y a un projet qui est en cours de développement. Là, il n'existe pas encore de carte qui présente ce grand itinéraire de 600 km qui relie les quatre territoires. Ça n'existe pas encore, mais on va prochainement créer des outils et notamment des cartes pour présenter cet itinéraire. Ça, ce sera fait dans les mois à venir. Ok, merci. Alors, il y avait encore une question par rapport aux impacts de ce développement touristique. Donc, est-ce que vous observez un impact sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore des forêts? Comment est-ce que c'est géré le fait d'amener du monde comme ça dans la forêt? Est-ce qu'il y a un système d'observation de l'impact? D'abord, tous les produits qui sont développés doivent être validés par les communes, bien entendu, mais aussi par le DNF, puisque forcément, ça concerne des zones forestières. Donc, le DNF a un regard sur ce qu'on fait et doit valider ce qu'on fait. Et imaginons qu'on crée un nouvel itinéraire, tout ça doit passer par le DNF. Donc, le DNF a aussi ce rôle, je pense, de parfois attirer notre attention justement sur ça, sur éventuellement trop de pression, sur le fait de passer sur une zone où c'est pas adéquat. Donc, tout ce travail-là se fait avec le DNF.
Et c'est aussi une attention particulière que nous, on a, puisque on connaît aussi nos territoires, donc on sait que parfois il y a des zones plus sensibles où il faut éviter de développer des projets touristiques. Ensuite, il y a, on met aussi en œuvre des actions. Je prends par exemple l'exemple au niveau de la Grande Forêt de Saint-Hubert. Il y a le projet, à un moment donné, on avait développé toute une campagne de sensibilisation au respect du code forestier, donc ça s'appelait les bonnes pratiques en Grande Forêt de Saint-Hubert. Il y avait toutes des vidéos qui ont été réalisées pour sensibiliser les touristes au respect du code forestier, au respect des bonnes pratiques, simplement rester sur les chemins, respecter le balisage, respecter les affiches en période de chasse, donc des messages assez simples comme ça. Au niveau de la forêt d'Anlier, ils ont développé toute la démarche Partageons la forêt, il y avait ce site internet qui était un peu l'avant Chasson Web, on va dire. Donc ils avaient développé un site internet avec pour qu'on puisse sur une carte localiser les chasses avec un calendrier. Donc on a au sein de nos différents territoires différentes démarches pour vraiment sensibiliser le touriste au respect de la forêt. On n'est pas en train de dire allez vous promener partout et n'importe où, c'est pas du tout ça. Donc la manière dont on structure nos produits, on est prudent avec la pression sur la forêt. On travaille en collaboration avec le DNF. On met en œuvre des actions de communication pour sensibiliser à ce problème. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de nos missions aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si j'ai répondu à la question. Merci. Il y avait une dernière question qui demandera peut-être d'être expliquée, mais ça concerne la question de la pression immobilière. Donc la question, c'est comment est intégrée la question de la pression immobilière liée au développement de l'offre d'hébergement privé? Alors ça, c'est une grande question. Bien entendu, nos territoires, comme la plupart des zones touristiques, je pense, subissent un peu cette pression, forcément. Que ce soit une pression mobilière au niveau des prix qui augmentent, mais que ce soit une pression mobilière aussi au niveau du nombre de gîtes qui se créent. Ça, c'est une réalité de nos territoires aussi. Après, c'est quelque chose qui, on va dire, va être plus réglementé par les communes. Certaines de nos communes réglementent notamment la création de gîtes. Forcément, le prix de l'immobilier, c'est difficile de le jouer dessus. Mais ça, on va dire, c'est plutôt les communes qui vont avoir un rôle à ce moment-là. Et puis, je parlais tout à l'heure du projet Interreg ATRT. Donc, il y a l'étude sur la concertation des habitants. Et cette étude intègre aussi justement ça, intègre aussi cette problématique de la pression sur l'immobilier due à l'augmentation du tourisme. C'est une question qui sera aussi posée dans cette étude. Maintenant, les réponses que l'on va avoir, malheureusement, je pense que nous, en tant que structure touristique, on ne pourra peut-être pas agir dessus. C'est toujours compliqué parce que ça ne dépend pas forcément de nous, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, la question sera étudiée dans cette étude. On verra les résultats. L'étude n'a pas encore commencé. On verra les résultats. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de personnes qui souhaitent intervenir, peut-être en levant la main. S'il y a encore d'autres choses à ajouter. Mais moi, du coup, en attendant, tu parlais donc effectivement la concertation et des citoyens n'a pas encore eu lieu, mais est-ce qu'il y a déjà des citoyens qui se sont un peu manifestés ou des retours déjà d'habitants par rapport à tout ce produit de forêt d'Ardennes, ou vous n'avez pas encore vraiment de feedback des habitants, quoi? Donc les feedbacks qu'on a, c'est plutôt d'habitants qui sont concernés par le tourisme, donc des propriétaires de gîtes, des gens qui proposent des activités, des guides, voilà. On a ce retour-là de ces habitants-là, parce qu'ils ont un pied dans le tourisme, je veux dire. On a eu des retours aussi lors d'organisation d'événements. Il y a un moment donné, on organisait pas mal d'événements et c'est vrai qu'on avait les retours d'opérateurs au niveau, enfin d'habitants qui participaient à ces événements, qui bénéficiaient de ces animations et forcément c'était des retours assez positifs puisque voilà, quand on est dans le cadre d'un événement, souvent les retours sont bons. Après, on n'a pas vraiment d'autres retours. Non, je dois dire que c'est pas. On n'en a pas vraiment d'autres retours, mais on n'a jamais non plus fait les démarches pour les interroger. Ça, non. J'en profite effectivement pour rappeler que, comme Elodie l'a dit, que les présentations sont mises à disposition, ainsi que le webinaire pourra être revisionné.
Dire aussi que, ça je l'ai pas dit en début de séance, il y a aussi une brochure qui va sortir par rapport aux stratégies touristiques. Voilà, il y a celui de la mise en tourisme de réserve naturelle et sur l'INUVA qui sont déjà disponibles. Peut-être juste, Fred, spécifier donc cette brochure mise en tourisme des espaces naturels riches en biodiversité. Elle est disponible sur notre site, donc www.parcnatureldeWallonie.be. Et on a aussi été faire des petites vidéos sur différents sites pour illustrer les différentes stratégies de mise en tourisme. Et ces vidéos seront aussi accessibles prochainement sur notre site. Donc, il y a notamment la réserve des Hautes-Fagnes, il y a le sentier des Côtes à Rulle dont Mme Thierry a parlé. Il y a la réserve naturelle de Furfaux, il y a le marais d'Archy et il y a, je ne sais plus. Et il y a la vallée de la Gueule, qui est une réserve Natagora. Donc, ce sont 5 sites naturels qui ont été mis en tourisme de manière différente pour à la fois amener donc du tourisme et respecter la faune, la flore, la biodiversité locale. Et donc, tout ça illustré en vidéo et ce sera très bientôt sur notre site. Voilà, voilà, donc je souhaite encore remercier Anaëlle Gourlet et Stéphanie Thierry pour leur intervention, euh, très riche par rapport à ces stratégies touristiques. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à ma collègue Elodie. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, à bientôt.